La saison de la Vierge 2021. Bonjour à tous, bonjour Caroline, bonjour Sophia. Bonjour. Bonjour. Le soleil traversera le signe de la Vierge du 22 août au 22 septembre. Et donc, nous allons commencer par parler un peu de cet archétype Vierge, un mot, une idée sur ce signe, le sixième signe du zodiaque. Moi, je veux bien me lancer. Moi, j'ai toujours pensé un peu à la Vierge comme étant cette idée de raffinement, comme si c'était. On parle souvent par rapport au premier signe qu'on a en plus fait cheminer ensemble, cette idée de polir quelque chose comme un peu un sculpteur qui viendrait toujours polir la forme, avec cette idée j'allais dire, dans la lumière d'une précision, d'une minutie et peut-être dans l'ombre d'une importance donnée par les détails qui devient tyrannique tellement on veut avoir une sorte de perfection de la forme. Je pense que c'est aussi un signe des fois qui a, je ne sais pas si la mauvaise presse, je sais pas si c'est, mais qui a un petit peu souvent euh, mis dans quelque chose de l'ordre du contrôle, de la rigidité, des règles, des listes. Alors que je me dis, sans Vierge par rapport aux personnes qui est en face, on ne pourrait jamais atterrir notre connexion au subtil, on ne pourrait jamais ritualiser nos existences. Enfin, moi, j'aime bien ce signe aussi comme étant la beauté des petits riens de la vie, tu sais, qui vient nous rappeler que c'est dans le petit, que c'est dans les petites choses quotidiennes. Enfin, je sais pas, moi, habiter à l'étranger, je me suis souvent dit que souvent, ce qui me manque de France ou de ma famille, de mes amis, c'est les petits moments où on prend la voiture pour aller faire je sais pas quoi, puis il y a ces petites conversations. Enfin, c'est pas les grands moments, en fait. C'est les petites choses du quotidien, en fait. Voilà, un petit peu. Oui, les détails, la précision, comme tu disais. Ouais. Pour moi, la Vierge, elle me fait penser, en fait, la première chose, c'est que c'est un signe mutable. Et comme les autres signes mutables, elle représente ce moment de changement de saison, même si on n'a pas eu vraiment, enfin, en tout cas, ici où j'habite, je n'ai pas vraiment eu d'été cette année. Et donc, on est en train de terminer avec la Vierge l'été, l'automne qui arrive. C'est l'entrée aussi dans la partie la plus sombre de l'année, dans l'hémisphère nord en tout cas. C'est aussi le dernier des signes personnels. On se prépare dans ce signe à accueillir les signes collectifs et à intégrer le changement qui viendra avec eux et avec, bien sûr, cette nouvelle saison qui va commencer bientôt. Je trouve que c'est un signe qui parle beaucoup de traverser des seuils d'une certaine manière. Euh, et en faisant ça, je pense que c'est un signe qui ouvre à l'idée de discernement. Avec la Vierge, je pense toujours à l'idée de discernement. Discerner pour pouvoir faire cette traversée de ce seuil ou pas. Pour garder ou pour écarter, pour trier des idées, des choses. Parce que cet archétype, je pense, il met en mouvement toujours ce désir d'amélioration, entre guillemets. C'est un signe qui, je pense, demande de nous beaucoup de flexibilité, beaucoup d'adaptabilité, comme tous les autres signes mutables. Mais ouais, c'est vraiment pour moi un des signes de transition, de discernement et d'amélioration. On va voir après très certainement ce que ça veut dire et ce que ça implique, mais voilà, c'est ce que ça me fait penser. Oui, j'avais noté aussi signe de précision, de rigueur, méticulosité. Donc ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Et puis, pour moi, c'est aussi le signe de la rentrée des classes. Vous savez, c'est ce moment où où les enfants, ils doivent faire leur fourniture scolaire et on doit étiqueter chaque fourniture. Ah oui, c'est vrai. Il y avait même des parents qui étiquetaient chaque crayon de la boîte à crayons de leurs enfants. Ça, je trouve ça très vierge, surtout que c'est la période, quoi. Et puis, derrière ça, il y a aussi le sens du service et du dévouement. Ça peut être d'un parent pour son enfant, là, mais notre sens du service. Au service de quoi est-ce que je me mets? D'une idée, d'un projet, d'une personne, d'un idéal. Comment est-ce que, d'une certaine manière, par mon sérieux, par ma précision, par ma rigueur, je vais m'employer à accomplir une tâche? Et oui, en m'attachant à chaque détail par un souci de perfection, mais pour respecter mon engagement aussi de remplir cette tâche de la meilleure façon possible.
Donc, après, jusqu'où cet idéal de perfection peut-il aller et qu'est-ce qu'il cache? C'est ce que tu commençais à dire, Sophia. En tout cas, on a tous un endroit de nos vies vierges. On a tous un endroit où on cherche la perfection. Alors pourquoi, pour qui, la réponse est en chacun, hein, et elle n'est pas forcément facilement accessible, mais on a tous cette quête vierge quelque part. Alors justement, c'est le thème qu'on abordera en deuxième partie de cet épisode, devenir parfait, un peu comme un mantra contemporain, et puis qu'on essaiera de questionner peut-être. Mais avant, nous allons parler donc des aspects astrologiques de cette saison vierge 2021. Et donc, je vais commencer avec une pleine lune en Verseau. Alors, c'est juste avant le passage du soleil en Vierge, le jour en fait, où le soleil entre en Vierge, juste avant, il y a une pleine lune qui se forme à 29 degrés du signe du Verseau. Donc, c'est vraiment dans ce moment de passage d'un signe à l'autre, d'un axe à l'autre, puisqu'on est encore dans l'axe Lion-Verseau. Et puis, quelques heures après, on bascule dans l'axe Vierge-Poisson. Ce sera le dimanche 22 août. C'est une pleine lune qui est importante parce que c'est la deuxième dans le signe du Verseau. Comme tu me disais tout à l'heure, Sophia, chaque année, il y a un signe qui accueille deux pleines lunes, et cette fois, c'est le Verseau. Peut-être que cet archétype du Verseau, qui a accueilli la conjonction Jupiter-Saturne, est particulièrement important dans notre année 2021. Et puis, les degrés d'un signe sont des degrés importants. Le premier degré initie peut-être l'archétype dans sa pureté, et le dernier voit la dégradation peut-être de cet archétype. Alors, je vois dans cette pleine lune Verseau peut-être la dégradation, voilà, de cet archétype du Verseau dans une mise en lumière de l'ombre, parce que c'est une pleine lune aussi et qu'elle met en lumière, elle est conjointe à Jupiter. Et donc, elle vient peut-être éclairer ce Jupiter rétrograde qui fait ce petit retour en Verseau, cette incursion, enfin ce retour avant de retourner dans le signe du Poisson. Elle va peut-être mettre en lumière toutes les facettes de ce Jupiter Verseau. Moi, j'y vois quelque chose comme une ambiance un petit peu fin de règne. C'est ça, en fait, l'image qui m'est venue entre ce lion où un vieux roi est en train de mourir mais n'est pas encore mort, et dehors, le peuple qui s'agite et la jeunesse qui se prépare à prendre le relais, et un peu cet espace entre deux espaces-temps, entre deux règnes. Pour moi, c'est difficile de ne pas parler de cette pleine lune sans parler de ce qui se joue au niveau collectif. Peut-être parce que le signe du Verseau incarne l'humanité, et avec Jupiter, nos idéaux humains, nos idéaux politiques, sociaux, ceux qui sont portés par le collectif. Il y a quelque chose qui se joue très fort en ce moment avec la crise en Afghanistan. Il y a l'échec quand même des États-Unis dans leur rôle de gendarme du monde, en quelque sorte. Ça va faire 20 ans depuis le 11 septembre 2001, donc il y a quelque chose aussi un peu anniversaire, dans ce rôle en tout cas jupitérien du monde, un peu, en quelque sorte. Et donc peut-être un retour à un plus grand multilatéralisme. Et puis avec peut-être un déclencheur aussi d'une plus grande crise mondiale qui va s'ouvrir et qui se prépare et qui sera peut-être mise en lumière plus fortement en 2022. En 2022, il y a cette grande conjonction Jupiter-Neptune dont on parlera. On fera certainement un épisode spécial sur l'année 2022. Mais peut-être que dans ce signe du Verseau, de la prévoyance, il a ce côté-là, le signe du Verseau, de voir avant, de visualiser. On a peut-être les prémices de cet entre-deux-mondes qui va être mise en lumière. Cette conjonction Jupiter-Neptune, il n'est pas forcément simple encore aujourd'hui de dire exactement ce qui se matérialisera, mais on voit bien quelque chose de l'ordre d'un déluge symbolique qui se manifestera peut-être par des mouvements migratoires liés à la crise climatique, aux crises politiques, aux guerres, etc.
il y a une forme de dissolution d'un monde, et peut-être que voilà, cette pleine lune vient mettre en lumière quelque chose de ça. Alors, c'est aussi toute la question de la résistance, du rapport à la liberté, du rapport aux droits politiques, à la question démocratique. Alors, dans un autre registre, il y a la contestation sociale sur fond comment dire, de vaccins, etc. Alors, il y a peut-être une indécence à mettre les deux sur un même pied d'égalité, mais en tout cas, dans un cas, on crie liberté, en quelque sorte, pour un vaccin, pour un pass, et dans l'autre, il y a des hommes et des femmes qui se battent pour leur vie et pour leur liberté. Voilà. En tout cas, moi, je trouve difficile de ne pas aborder cette pleine lune sous un angle collectif. C'est peut-être ce qui me touche en ce moment. En tout cas, quand Jupiter est rétrograde, il nous pousse à réinterroger notre système de croyances. Et donc, peut-être que c'est un moment pour s'interroger sur notre rapport à la démocratie, le paradigme mondial de notre démocratie moderne d'après-guerre, notre rapport aux droits humains lumineux, mais qui sont aussi associés à un certain impérialisme occidental, avec toute une ombre qu'elle a pu générer. Et on en a la preuve aujourd'hui. Voilà. Alors, ça paraît un petit peu fataliste tout ça, et je me rends bien compte en le disant. Non, et en même temps, j'ai regardé le degré sabiant de cette pleine lune, et j'ai trouvé ça très beau. Ça dit « Une fraternité occulte née d'une antique civilisation réunit les âmes dans le rayonnement et la lumière d'une conscience. » T'as regardé le 29 ou le 30? Le 30. Oui. Oui, le 30. C'est vraiment le dernier degré. Et je me dis, voilà ce qu'en cette pleine lune Verseau, nous pouvons peut-être vibrer, appeler de nos voeux le réveil d'une fraternité réunie par la conscience, par la lumière d'une conscience naissante. Peut-être qu'à mesure que le monde va se déliter des fraternités occultes ou non, mais en tout cas vont se former, portées par une jeunesse peut-être uranienne qui aura d'autres valeurs, d'autres patterns, d'autres modes de fonctionnement, parce qu'elle est née aussi à une autre époque et poser les fondements d'un nouveau monde au cœur du chaos. Alors, je trouve que c'est aussi une énergie qui est porteuse pour tous les projets collectifs ou pour les choses que l'on fait en commun. Il y a un beau trigone entre Saturne en Verseau et Vénus qui est en Balance. Donc, il y a la possibilité de dialoguer, je trouve, et de construire des projets sur un relationnel équilibré. Parce qu'évidemment, avec le Verseau, on a toujours dans cet axe Lion-Verseau à la fois la créativité individuelle et puis le rapport au collectif, l'insertion dans un collectif plus large. Je n'ai pas parlé de Mercure et Mars qui font leur conjonction en Vierge opposée à Neptune. C'est quelques jours. Alors la conjonction, elle est quelques jours avant cette pleine lune, jeudi, je crois, là, jeudi 18 août, il me semble. Et puis donc cette opposition à Neptune, mais qui va finalement en lien avec tout ce que j'ai dit. Voilà, je l'inclus dans cette idée. Voilà, il y a évidemment toute cette problématique de santé. Autour du vaccin, le côté contestation sociale, le côté flou aussi, finalement, sur les mesures à prendre et dans tous les sujets que j'ai pu évoquer. Et puis, ça peut être une période aussi intéressante avec ce Mars-Mercure en Vierge. Je ne sais pas comment est-ce que vous le vivez vous, mais pour avancer sur tous nos projets, sur toutes les choses administratives qu'on doit faire, ou toutes les petites actions, vous savez, où il faut faire une to-do list et les accomplir pour le plus grand projet jupitérien qui doit voir le jour. Et ben, il y a toutes ces petites actions vierges qui doivent être mises en place, qui correspondent bien à l'énergie aussi de rentrée, puisqu'on va être dans la fin août assez rapidement. Ouais.
Voilà ce que je voulais dire pour cette pleine lune. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Sophia, Caroline. Non. Très bien, je voulais juste dire par rapport à la pleine lune, peut-être que le côté sombre qu'on peut peut-être percevoir aussi, c'est peut-être aussi parce que juste quelques jours avant, le Soleil faisait un quinconce à Pluton, juste avant d'aller dans la pleine lune. Peut-être que oui, il y a ce côté à la fois fataliste et en même temps aussi, on sait aussi qu'il y a des transformations profondes qui doivent être faites et c'est ça aussi qui peut aussi plomber le moral, ce qui est tout à fait compréhensible. Ouais. Alors, deuxième peut-être partie des aspects astrologiques, Vénus, la planète Vénus est entrée en balance aujourd'hui, il me semble, lundi, on tourne cet épisode lundi 16 août. Oui. Et puis, tu vas nous parler, Caroline, de son parcours qu'elle fait en balance et puis ensuite en scorpion. Oui, donc Vénus est rentrée en balance, comme tu le dis, lundi pour la France, hier pour ici. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'elle va rencontrer beaucoup, elle rentre après en scorpion le 10 septembre. Donc elle reste presque un peu moins 3 semaines, dire, dans le signe de la balance. Donc Vénus en balance, elle est en domicile. Elle va renforcer, dire, ses qualités de besoin d'harmonie, de besoin de paix. Donc c'est vrai que par rapport à ce qu'on voit actuellement, qui est un facteur, je sais pas comment dire, qui a une augmentation de la polarité, ça peut être intéressant de voir un petit peu, je trouve, les effets de Vénus, qui va être en trigone à Saturne, comme tu disais, aussi en trigone à Jupiter, qui sont en Verseau. Donc elle va venir questionner par rapport au collectif, aux idéaux, jusqu'où on peut négocier ou pas nos valeurs. En sachant qu'il y a quand même si Vénus est en domicile dans la balance, je trouve qu'il y a parfois ce côté que peut-être le scorpion va nous demander, qui est vraiment désincarné depuis nos tripes. Vénus en balance, ça peut être encore des valeurs qu'on va accepter en société, qu'on va accepter dans des groupes, et qui peuvent être aussi dans quelle mesure le trigone à Saturne-Jupiter, ça peut être, est-ce que tout simplement par commodité, je ne sais pas si on dit ça, par facilité, on adopte certaines valeurs parce que l'environnement dans lequel on est, le groupe dans lequel on est, sont aussi finalement en écho à ces valeurs, et que pour avoir la paix ou que pour être tranquille, on va choisir de faire profil bas, ou on va choisir un petit peu d'aller vers ce qui nous séduit le plus, ce qui est le plus facile, je trouve aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle sera aussi 3 jours après être en trigone à Saturne, elle sera en opposition à Chiron, donc le 26 août, puis elle sera en carré à Pluton le 5 septembre. Et ce que je me dis, tiens, Vénus en balance va, dans le signe du Capricorne, avec Pluton, elle va se confronter finalement à la structure sociale, elle va se confronter à cette idée de vraiment peut-être aller purifier nos valeurs, dans le sens, et je trouve que ça va continuer avec le Scorpion. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on formule dans nos têtes, ou est-ce que c'est vraiment incarné? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en accord avec notre ressenti profond? Ou est-ce qu'on suit tout simplement, comme je disais, des concepts, parce que là, dans les trigones qu'elle fait, c'est beaucoup dans l'air, donc c'est quelque chose qu'on va raconter, qu'on va parler autour d'une table, qu'on va échanger comme ça. Et je pense que ce que prépare le carré de Pluton 5 jours avant son entrée dans le Scorpion, c'est où elle n'est pas forcément à l'aise dans le Scorpion, dire, parce qu'elle est dans l'ombre, donc elle ne peut plus séduire dehors, mais elle va nous demander de nous confronter dans cette, je trouve, à porte cachée, quand on ferme les portes dans notre intimité. Est-ce que vraiment ces valeurs, elles sont en accord profondément avec ce qui est ressenti en nous, avec peut-être les peurs qui peuvent surgir, avec peut-être la partie d'ombre aussi de Vénus, qui magnétise à elle ce qu'elle désire, mais parfois son désir peut aussi l'enchaîner, je trouve. Comme tous nos désirs peuvent aussi nous enchaîner, et elle fera, quand elle sera en Scorpion, elle va réactiver ce fameux carré Uranus-Saturne, donc par rapport
là où j'allais dire, où fin août, début septembre, elle était en harmonie, assez dans la fluidité avec ce qui se fait dans le collectif, à la fin, un mois après, exactement, même parfois, elle va nous dire, mais est-ce que vraiment, je trouve dans tes tripes, dans ton corps, dans ce que tu ressens, si tu as fait ce travail de fermer la porte à l'extérieur, mais d'aller regarder en toi, est-ce que tu es capable de te positionner? Est-ce que vraiment tu es capable de libérer certaines choses? Est-ce que c'est vraiment... est-ce que tu es peut-être aussi, on pourrait dire, Vénus en Scorpion, est-ce que tu es pas capable, est-ce que tu es capable ensuite de confronter cela avec les autres? Il y a ce côté piquant dans le Scorpion qui dans la Balance est totalement neutralisé par un besoin énorme d'harmonie, en fait, par un besoin énorme de paix. Je sais pas, je me demandais, hein, je trouve que ça peut être intéressant de l'observer, d'observer en nous. Est-ce qu'il n'y a pas un premier moment où on va se laisser séduire par quelque chose parce que ça nous donne une espèce de soulagement, parce qu'on se dit ah bah oui c'est ça, et puis les autres aussi ils pensent ça, donc voilà. Et est-ce que justement Vénus en Scorpion, surtout dans peut-être son opposition à Uranus, qui est en Taureau, dans son carré à Saturne, elle va pas aller nous chercher la petite bête. Elle va pas aller nous dire, mais où il va pas y avoir des situations qui vont nous dire ah tu disais ça il y a quelques temps, bah maintenant vraiment est-ce que tu es capable, j'allais dire, de te transformer ou de faire la transformation nécessaire pour vraiment que ça reste en accord avec ce que tu désires profondément. Et puis je me demande aussi si le carré de Saturne ou le trigone à Saturne au début vient pas demander à Vénus qui d'habitude est dans cette je sais pas si on pourrait dire que la chaîne de Vénus c'est la luxure ou ses envies. Il y a quelque chose aussi de la modération avec tous ces aspects de Saturne, surtout dans la Vierge, avec peut-être nous interroger sur quel est notre désir essentiel finalement, qu'est-ce qui vraiment nous importe dans nos choix de vie, dans nos choix de consommation, dans nos choix relationnels. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce dépouillement au niveau interpersonnel de relations qui sont vraiment en résonance et peut-être une forme de solitude aussi pour notre Vénus, parce que j'allais dire, peu importe nos choix, on va forcément être, comme il y a énormément de polarité, on va à des moments se retrouver dans des circonstances où on est seul avec ces choix-là, parce qu'ils peuvent être différents du collectif présent au moment T, peu importe quel bord il soit. Et puis Vénus en Scorpion, ça peut être aussi ce risque de l'obsession, de nourrir quelque chose aussi en nous, sur quoi on porte notre attention et qui nous entraîne aussi dans des endroits pas confortables. Et Saturne-Uranus, le carré de Saturne et l'opposition d'Uranus peuvent être aussi un besoin. Moi, ce que j'aime d'Uranus, c'est des fois cette saine distance aussi, avec ce détachement, et Saturne qui nous dit apprends à maîtriser aussi ses ressentis, ses émotions, ses sentiments qui des fois peuvent être difficiles à gérer à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on pourrait résumer en disant que Vénus, vu tous les aspects qu'elle a avec les transpersonnels, donc Vénus représentant nos désirs, notre vie affective, notre vie relationnelle, c'est, je trouve, une étape de maturité. Si Vénus est l'adolescente parfois en nous, je trouve qu'elle peut, par rapport à nos choix, à nos valeurs, à nos envies, à nos désirs, on ne peut plus faire l'impasse du collectif. On ne peut plus faire l'impasse de cette autorité saturnienne qui nous dit bon, je me responsabilise et je vais devoir répondre d'eux. Voilà, c'est ce que je verrais dans tous ces aspects-là. Après, je n'ai pas parlé peut-être des relations plus affectives, mais j'imagine aussi que nos relations vont être un peu passées à la passoire. C'est moi aussi. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais un peu à la machine à laver, quoi. Hein? Oui, septembre, oui. Oui. Oui, octobre aussi, elle reste encore. Oui, je crois qu'elle reste encore en Scorpion.
Et puis en plus, après, elle va rétrograder à la fin de l'année. Donc il y a quelque chose là par rapport à nos valeurs, à nos relations, à oser incarner, oser se positionner. Parce que Vénus sera quand même en Capricorne dans sa rétrogradation, donc elle sera face enfin, sans doute, je ne sais pas si elle est conjointe à Pluton lors de la rétrogradation, mais je pense qu'on se prépare, si on regarde ça au niveau de cycle, puis après en 2022, elle fera partie de cette conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, donc après sans doute viendra la renaissance et renaître à de nouvelles valeurs, des nouveaux idéaux, mais dans les mois à venir, il y a quelque chose quand même qui vient bien nous crucifier, je ne sais pas si c'est le mot, mais par rapport à nos valeurs, à nos désirs, à ce qui est essentiel, à ce qu'on a envie de magnétiser en nous et à l'extérieur de nous. Je pense que peut-être que certains de nos désirs seront contrariés et cette frustration qui peut naître de la contraction de nos désirs va nous demander une grande maturité, en fait. On t'entend pas, Thomas? C'est possible aussi que Vénus en Scorpion en septembre nous incite aussi à une certaine lucidité par rapport à nos ombres relationnelles. Dans la lignée un petit peu de ce que tu disais. À quel point est-ce que ces ombres relationnelles liées à ce besoin d'être ensemble, d'une certaine manière, peut-être balance ou des habitudes ancrées, de consommation, etc. Comment est-ce que toutes ces ombres viennent ensuite nourrir un collectif plus large et des ombres du collectif, parce qu'on est quand même dans cette période de rétrogradation de Jupiter, de Saturne en Verseau. Donc on est quand même, je trouve, en pleine, et c'est ce que je disais tout à l'heure, mais en pleine interrogation de notre élargissement, transformation de notre système de croyances, de nos frontières, de ce qui est important pour nous, etc. Donc, tout ça est en train d'être en quelque sorte revu, et peut-être que Vénus va, à travers les relations, accélérer ce processus-là. Je me demande si Vénus, pendant sa trajectoire en Balance et puis en Scorpion, est-ce qu'elle ne va pas rencontrer toutes ces planètes transpersonnelles et puis Saturne et Jupiter quand ils sont tous rétrogrades d'ailleurs? Je crois qu'ils sont tous rétrogrades. Si, ils sont tous rétrogrades, oui. Ils sont tous rétrogrades, oui, tu as raison. Ce que tu disais tout à l'heure, enfin, ce que tu disais là, Caro, ça me faisait penser et tu connais beaucoup mieux ce mythe que moi, très certainement, ça me faisait penser à la déesse, comment elle s'appelle, Inanna, à la descente d'Inanna. Oui, qui doit se dépouiller par les 7 portes pour aller rencontrer sa sœur Ereshkigal. D'ailleurs, hein, ce mythe décrit, si on le prend, hein, je crois que c'est écrit sur les tablettes cuniformes, ça décrit exactement le cycle astronomique de Vénus. C'est-à-dire le temps que Inanna est laissée pour morte, qui est 3 jours, qui est vraiment visible, et 40 jours. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Et on dit que sa rétrogradation, c'est vraiment quand elle descend. Donc là, peut-être qu'elle se prépare à la descente. On dirait qu'entre le parcours qu'elle va faire entre la Balance et le Capricorne, quand elle va commencer sa rétrogradation à la fin de l'année, il y a vraiment ce sentiment de voir aller, commencer petit à petit à se débarrasser de toutes les apparences et du plaisir de plaire et du désir de plaire qui peut être là très fort en ce moment, surtout quand elle est en Balance. Et puis après, en Capricorne, il faudra rester avec qu'est-ce qui est essentiel en fait, même si ça veut dire devoir se défaire de tout un tas de choses qui nous ont construites autrefois. Et ça, c'est pas simple. Et le soleil qui traverse le signe de la Vierge peut-être aussi colore de sa conscience et met l'accent sur ces thématiques-là aussi de purification, de l'ego, de transformation, tout ce dont on a pu parler en préambule. Il faut jamais oublier que le signe solaire, je trouve la traversée du soleil, mais aussi en lumière certaines thématiques. Et justement, je disais ça aussi pour introduire la nouvelle lune en Vierge, dont tu vas nous parler, Sophia. Je ne me souviens plus à quelle date elle est, mais tu dois la voir. Oui, alors ça sera le 7 septembre à 14 degrés de la Vierge. Et cette lune, donc, qui initie un nouveau cycle, sera au trigone d'Uranus. Uranus en Taureau.
C'est donc une nouvelle lune de terre en signe mutable qui va dialoguer avec Uranus aussi dans un autre signe de terre. Donc, ce qui veut dire que ce trigone représente cette idée d'une énergie qui est plutôt fluide et qui va peut-être venir questionner les valeurs et les sources de vie. Je suis en train de m'éloigner de plus en plus du mot ressources parce que je trouve qu'il y a une idée d'exploitation quand même là-dedans et je préfère l'idée de source de vie. Et avec Uranus en taureau, qui est déjà là depuis 3 ans en taureau, donc la façon dont nous exploitons la Terre, le vivant, est devenu l'un des sujets les plus abordés de ces derniers temps, mais aussi un des plus discrédités de ces dernières années. Et ce passage d'Uranus en taureau jusqu'en 2026 est celui, quelque part, d'un éveilleur au minimum et d'un vrai changement des mentalités au mieux. Cette planète, en fait, elle nous amène à reconsidérer toute notre façon de vivre, de consommer et même de travailler aussi. Et d'ailleurs, dernièrement, 2 courants qui se sont assez détachés avec le temps. C'est d'un côté, nous avons ceux qui voient un collapse à venir du mode sociétal qu'est le nôtre, peut-être qu'il est déjà là, n'est-ce pas? Et un autre côté, et de l'autre côté, un courant transhumaniste qui croit, lui, que l'homme pourra traverser toutes les épreuves et utiliser la technologie pour toujours s'en sortir. Une course qui n'a jamais de fin, en fait. Sauf que la Terre est un organisme vivant et c'est peut-être pour ça que certains, comme je le disais dans le précédent podcast, pensent déjà à la fuir dans leur apologie du progrès. Et le progrès, bien sûr, quand on parle de progrès on est toujours amené en astrologie à parler de Prométhée. Prométhée que l'on rattache à Uranus, au Verseau. Prométhée, celui qui, en donnant le feu aux hommes, qui symbolise la capacité de créer son propre destin, leur a aussi donné l'hubris, l'arrogance de croire qu'ils sont au-dessus des lois du vivant. Et l'autre jour, j'écoutais un éditorialiste anglais qui faisait le parallèle entre ce que le cancer fait au corps et ce que le mythe du progrès fait à la planète. Je trouvais ça vachement intéressant parce qu'il disait que le cancer était une cellule qui se multiplie à l'infini dans un corps limité. Et nous sommes pareils avec l'idée de progrès et son application dans notre mode de vie. Imaginons que le progrès est infini, sauf que nous sommes incarnés et nous sommes incarnés dans un corps vivant qui est la Terre et qui est influencé et qui est mené par les cycles de naissance et de mort. Et en fait, ça m'a fait penser que l'humanité est guidée par une idée que le toujours plus viendra combler ou réparer ce qui a mal tourné à un moment donné. Il n'y a jamais ou très rarement cette acceptation de descente, de déclin, comme un processus en lui-même naturel de tout organisme vivant et par lequel on doit tous passer, comme si nous avions ce pouvoir d'effacer les cycles de naissance et de mort. Ceux-là, je pense, ils sont toujours dans les mains des dieux, quelque part. Et métaphoriquement parlant, je pense que nous avons pris le feu, ou en tout cas Prométhée nous a donné le feu, mais peut-être un feu qui était allumé et que nous n'avons peut-être pas appris à l'allumer, à l'éteindre. Et alors c'est vrai qu'en fait, cette nouvelle lune pourra aussi représenter ce moment où il va falloir se rendre à l'évidence, encore une fois, ou peut-être de manière plus forte, je ne sais pas, de ce qui nous possède en fait, à la fois collectivement, mais aussi dans nos vies personnelles. Quel est cet ogre intérieur qui n'est jamais rassasié? À cette lune, nous sommes face à l'accumulation du taureau et au discernement, au tri de la Vierge. Et où en sommes-nous par rapport à tout ça? Et qu'est-ce qu'il y a encore de la valeur dans le monde actuel dans lequel nous vivons? La Vierge demande toujours des actions concrètes, surtout dans les domaines, pas que, mais surtout dans les domaines de l'agriculture, de la santé, des services, mais aussi de manière plus large
par rapport à l'idée même de productivité, d'efficacité, de travail et des droits et devoirs de tous ceux qui contribuent à la société. Je pense que l'un des rôles de cette lune, avec cet aspect Uranus, c'est celui de relier ce que l'on veut séparer, c'est-à-dire le vivant et le social. Et au niveau individuel, cette lune vient nous demander de discerner, de trier là où se trouve dans notre thème, où elle se trouve dans notre thème, et aussi là où cet aspect va avoir lieu entre la nouvelle lune et Uranus, donc c'est-à-dire le lieu aussi où se trouve Uranus en taureau dans votre thème, pour initier autrement, avec une nouvelle vision. Parce que ça serait ça le côté lumière de ce Uranus, de ce Prométhée. Et peut-être que l'une des thématiques avec la Vierge, c'est qu'on devrait peut-être chercher à devenir ou à être entier plutôt que parfait. Et là, je te laisse cette phrase pour l'introduire, notre thème. Sophia, tu as très bien, nous n'avons même pas besoin de parler du thème du jour. Ouais. Le thème Ou si du vous jour avez était... des choses à dire, bien sûr, par rapport à la nouvelle lune. Moi, je trouvais... Non, je pense que j'aime beaucoup, moi, ce que tu as. Moi aussi, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Merci. Je pense que tu devrais faire de la politique. On est très balance aujourd'hui. Je rigole. Vénus en balance. Vénus, elle est dans mon signe. Elle est chez moi, en fait, puisque j'ai Vénus en balance, donc c'est pour ça. Vous êtes gentil avec moi. C'est rare, mais on est parfait. C'est rare, hein, ouais. Devenir parfait, c'est donc le thème que nous avons choisi, parce que c'est peut-être le rêve de la Vierge, finalement, de devenir parfait. Oui. Mais parfait aussi, parce qu'il y a des hommes vierges, et que ce n'est pas juste une caractéristique féminine, la perfection. Mais cette perfection, c'est vrai qu'elle est très contemporaine, en fait. Elle est très humaine, déjà. Elle est très humaine. L'enfant cherche à être parfait vis-à-vis de ses parents. Ça vient peut-être de là, c'est ce qui me vient là comme ça tout de suite. Mais cette quête de perfection, elle est déjà dans la quête de faire plaisir, et de remplir les espoirs de ceux qui nous donnent de l'amour. Parce que l'humain a quand même beaucoup besoin d'amour. Donc, je crois que ça peut venir de là. Parce qu'avec la Vierge, il y a à la fois la quête de perfection esthétique, on pourrait dire. On associe pas mal la Vierge, par exemple, à la chirurgie esthétique. Et puis, à tout ce qui va être amélioration de soi par le développement personnel, par exemple. Tout ça, c'est une quête de perfection qui cherche qui nous permettent de devenir plus aimables, en fait, vis-à-vis des autres. Donc, la question que pose peut-être la Vierge, c'est la question de est-ce que tout peut être dépassé? Est-ce que tout peut être transcendé? Est-ce qu'on peut tout transformer? Est-ce que, d'une certaine manière, tu disais tout à l'heure, la technologie au niveau collectif, mais les procédés aussi comment dire, technologiques ou intellectuels de la Vierge peuvent nous permettre de tout dépasser avec ce préfixe trans qui nous permet vraiment d'aller au-delà de la frontière en quelque sorte qui est la nôtre. Oui. Devenir parfait, qu'est-ce que ça t'inspire, Caro? Je ne sais pas, j'avais mon truc, ça m'est parti, j'étais là, ça m'a fait rebondir sur quelque chose par rapport à la... Mais moi, c'est toujours cette phrase, je crois que c'est le Bigé, genre, je ne sais pas si je le... qui disait, la Vierge, elle veut tellement la pureté de la forme, comme pour si l'Esprit Saint pouvait la féconder. Tu sais, cette idée comme ça du poisson en face, que pour toucher l'absolu, pour toucher cette spiritualité, il faudrait construire dans nos corps, en fait, dans toutes nos cellules, quelque chose pour pouvoir... ce qui est des fois dans certaines traditions, où on te dit que tant qu'il n'y a pas le corps de lumière ou le corps arc-en-ciel, tu ne peux pas recevoir exactement. Mais je trouve qu'il y a aussi... voilà, je sais à quoi ça m'a fait écho. Je trouve que là où la Vierge, des fois, peut justement aller dans l'ombre de cette perfection, c'est que finalement, ça la déconnecte de la présence à soi. C'est-à-dire qu'elle est toujours dans cette idée de, comme tu disais, d'amélioration ou même le développement personnel, comme s'il y avait toujours quelque chose qui était en devenir, mais on est toujours dans... Je trouve des fois, ça devient même tyrannique dans nos sociétés. Il faudrait toujours s'améliorer, améliorer nos routines du matin, améliorer notre façon de manger. Et ça nous met toujours dans quelque chose qui finalement
on n'est plus, alors c'est peut-être le taureau en moi qui parle, hein, mais on n'est plus présent à ce qui est, on est toujours dans cette besoin finalement de performance aussi, que notre corps soit plus performant, que les micronutriments qu'on ingère soient plus performants par rapport à notre cerveau ou je ne sais pas quoi. Donc je trouve que des fois il y a même quelque chose de tyrannique dans cette comme s'il y avait quelque chose aussi qui peut être dans l'épuisement, et je trouve que la Vierge est un signe des fois qui s'épuise physiquement, mentalement à tellement vouloir ordonner les choses, à tellement vouloir essayer de saisir les choses et je me dis toujours, moi je me suis toujours dit, mais le poisson vient toujours lui rappeler qu'elle ne contrôle rien. Il y a toujours la vague chaotique du poisson où on ne s'y attendait pas, et puis finalement on avait toute notre journée. Je ne sais pas si vous avez passé, moi, les jours souvent où je me dis, ah là là, j'ai beaucoup de séances aujourd'hui, c'est tout bien comme ça, ben, j'ai plus Internet. Enfin, oui. Et c'est souvent en plus quand je me fais la réflexion, parce que je peux avoir les mêmes jours, mais les jours où je me dis, tiens, tout est sous, tout. Il y a toujours quelque chose qui vient me rappeler qu'en fait, il y a toujours un imprévu. Donc je me dis finalement... C'est pas aussi paradoxal avec, le côté vierge autonome. On dit souvent que une personne vierge qui a beaucoup de vierges va être assez autonome, indépendante. Il y a comme si elle se suffisait à elle-même, disons. Est-ce que c'est pas paradoxal finalement avec tout ce côté dont on parle qui est à l'extérieur un besoin de perfection? Oui, mais est-ce que c'est pas quelque chose aussi du contrôle? Quand tu te suffis qu'à toi-même, tu contrôles vachement en fait. Parce que tu demandes rien à personne, c'est beaucoup plus facile. Quand tu maîtrises ta petite routine du matin, que tu n'as pas tes enfants qui viennent te perturber, quand personne vient perturber ce que tu as créé, déjà, t'enlèves un grand facteur de... Donc, est-ce qu'il n'y a pas derrière aussi ce besoin d'autosuffisance et de ne répondre que de soi-même, une manière aussi de garder le contrôle sur la manière dont on vit sa vie? Parce que finalement, comment on dit ça, on annule les ouais, pardon, ça m'est venu comme ça, mais c'est le principe même de l'idée de la Vierge qui elle est indépendante, plutôt que vierge dans le sens strict du mot, comme on le pense. La Vierge, elle est autosuffisante, elle est, en tout cas, elle cherche à l'être. Vierge, ça voulait dire n'appartenir qu'à soi-même. Oui, voilà. Pourquoi? Parce que dans les prostituées sacrées, là, les hiérobules, ou comment ils les amenaient, elles, même si elles étaient en contact avec l'étranger, là, dans ces rites du hieros gamos, elles n'appartenaient qu'à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles s'en remettaient à la déesse, et donc elles n'étaient pas contaminées par l'autre, ou elles n'attendaient pas que l'autre pourvoie à ses besoins, ou il y ait un échange transactionnel dans la relation. Donc elles gardaient en fait leur complétude, leur virginité. Donc ça voulait dire vraiment être complète. Mais c'est différent d'être complet, parce qu'après, il y a la balance qui est l'ouverture à l'autre. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, être complet, donc n'appartenir qu'à soi-même, cette indépendance de la Vierge peut aussi, finalement, elle ne suit pas l'évolution qui lui permet de rencontrer l'autre sans se laisser complètement décentrer par l'autre. Je ne sais pas. Ouais. La Vierge me fait penser, toute cette thématique de devenir parfait, je trouve que ça a beaucoup en commun avec l'ère du Verseau dans laquelle on rentre, forcément. Et c'est drôle parce que ce sont des signes qui sont en quinconce, oui, c'est ça. Et, mais en fait, on pourrait leur trouver ce point commun, je pense. Cette idée de s'améliorer individuellement, Vierge, et collectivement, Verseau. Oui. Mais bien sûr, comme on le sait, comme vous avez dit, la problématique avec tout ça, c'est qu'à un moment, on va être devant les extrêmes de ça et les dérives dangereuses et irrationnelles qui peuvent venir de là. Mais dans l'archétype de la Vierge, il y a aussi cette idée de la peur de la chute, je pense. Ce qui est intéressant d'ailleurs pour un signe qui est immanent, féminin archétypal, un signe de terre. C'est comme s'il y avait la peur de descendre. Mais en même temps, je pense que cette peur-là, elle viendrait peut-être du fait que la Vierge, elle est gouvernée par Mercure, comme les Gémeaux. Mais c'est la nuit du Gémeaux, non?
c'est-à-dire que le Gémeaux, c'est le signe gouverné par Mercure lié au jour, et la Vierge, le signe de Mercure lié à la nuit. C'est Épiméthée, comment il s'appelle l'autre? Épiméthée et Prométhée. Oui, mais je ne sais pas, des fois on associe, j'avais vu à Mercure Épiméthée et Mercure Prométhée. Ouais. Et donc peut-être qu'il y a là aussi le signe du Poisson en face. Oui, c'est ça. Bien nous rappeler finalement cette androgyne en quelque sorte originelle, cette complétude, et en face la Vierge est forcée de faire seule finalement, de retrouver en elle-même, de reconstituer en elle-même cette perte de la complétude qui nous relie à l'œuf cosmique aussi Poisson. Oui, c'est ça, c'est peut-être la peur la chute, peut-être dans le sens où on se rend compte qu'on n'est pas que divin et qu'on trouve quelque chose de primitif en nous que la Vierge cherche à éviter, pas être dans le sale, oui, pas être dans l'imparfait. Avec la pureté. Voilà. Donc, mais ça veut dire aussi, parce que quand on est dans l'idée de perfection, ça veut dire qu'on est dans la mort. La perfection, ça veut dire mort, en fait, quelque part. C'est-à-dire que si on devient parfait, on s'arrête. Donc, c'est un désir, en fait, mortifère, ce désir-là de la Vierge, si on y pense bien. Mais tout ça parce qu'il y a cette peur de la chute. Il y a cette peur d'imaginer qu'on puisse avoir le mal en soi et la mort en soi, ou qu'on puisse la donner aussi. Ouais, c'est assez... c'est super intéressant, intéressant ce signe. D'ailleurs, ça me fait penser au livre que j'ai choisi pour... si on va dans les coups de cœur, mais ça me fait penser à... Oui. J'avais choisi, tu sais, le livre de Marion Woodman, qui est une analyste jungienne, qui a beaucoup écrit, donc ça s'appelle Obsédée de la perfection. Elle a beaucoup écrit justement sur les troubles du comportement alimentaire, hein, notamment... alors là, dans ce livre, c'est plus l'anorexie. Mais elle parle en fait que derrière, dans les rêves, il y a souvent cet appel justement de la grande déesse qui se manifeste par le serpent et qui a souvent justement... elles disent, pourquoi tant de femmes s'abrutissent-elles de travail? Seraient-elles envoûtées par quelques sorcières malveillantes? Ces obsédés de la perfection seraient victimes de la culture patriarcale, mais c'est ce qu'elle explique tout, c'est cette idée de sorcière, de quelque chose d'obscur qui serait vraiment rejeté dans l'inconscient. Et elle a vu qu'il y a vraiment cette... surtout dans les rêves de beaucoup. Alors, elle est décédée, hein. Puis il y a un autre livre aussi qui s'appelle Dancing into the Flames, qui est qu'en anglais, je crois. Je suis pas sûre que celui-là, ça traduit en français, où il y a vraiment cet appel du féminin, mais de ce féminin dans ses manifestations plus quali, plus dévorantes. Et elle parle de l'œil de la méduse qui pétrifie, qui pétrifie dans des addictions, hein, parce que souvent, il y a perfection, addiction, il y a quelque chose, même si ça peut paraître contradictoire, qui est pas très loin. Voilà. Donc il y a le documentaire de Dancing in the Flames qui est extraordinaire, qu'on peut retrouver sur Vimeo. Vimeo, ouais. Oui, on voit, elle a 90 ans. Celui-là, parce que moi, j'arrivais plus à le retrouver. Mais oui, je voulais passer le mot de passe pour que vous ayez le regarder. Merci. Bon, alors, à nous deux, oui, mais on va peut-être pas passer le mot de passe à tous nos auditeurs. Non, pardon. Voilà, donc elle parle aussi des rituels. Dans Vimeo aussi, si vous cherchez, on peut le louer ou on peut l'acheter. Ah voilà, c'est qu'avant, il était gratuit. Elle parle des rituels, donc du sacré et démoniaque. Donc, je trouve ça intéressant quand justement, dans cette quête de la perfection, parfois, les gens ritualisent, que ce soit leur nourriture ou même le rituel aussi addictif. Et quand il y a cette sorte de soulagement tout d'un coup par rapport à ce rituel, mais qui finalement devient démoniaque parce qu'il paralyse dans quelque chose. Il est peut-être un peu complexe, hein, mais il est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, tout ce rapport au nettoyage, au rituel énergétique, ça fait penser à la Vierge, ce côté. Oui, c'est vrai. Ça me fait toujours rire. Oui, ce détox un peu. Oui, ou quand il y a des personnes qui me disent « Ah oui, tu vois, moi je suis dans un très très haut niveau d'énergie et donc je ne peux pas côtoyer, par exemple, des personnes qui ont une trop basse fréquence. » Et ça me... d'une certaine manière, je le comprends parce que alors on n'est pas forcément au même niveau de conscience. Et si on est très haut, énergétiquement, on peut se faire aussi
vampirisé par des personnes qui sont dans un plus bas niveau d'énergie. Et en même temps, je vois aussi l'ombre de la Vierge qui va être de se couper un peu dans sa tour d'ivoire et d'être parfaite, justement toute seule, et d'aller jusqu'à la purification de tout ce qui peut rester et de plus vouloir en fait rien faire. Alors il y a les lieux qui sont pollués, il y a les personnes qui polluent, il y a les pratiques qui polluent. Et à la fin, en fait, c'est une énergie aussi, où on se coupe aussi de. Ouais. C'est intéressant ce qu'on a parlé de la Vierge parce que malheureusement, ce qu'on entend, c'est tellement de choses, tellement à la surface de tout que je pense que là, on a approfondi un tout petit peu. Ce qui permet de... Mais on ne va plus dire que la Vierge, elle fait que des listes. Voilà. Alors justement, dans la même lignée de ce que l'on a dit, mon coup de cœur que je n'ai pas avec moi parce que je suis un peu en transit à chaque fois, je tourne dans un endroit différent, mais ça s'appelle Les vertus de l'échec de Charles Pépin. C'est aussi s'autoriser l'échec, donc aller un peu, c'est-à-dire se lâcher aussi un peu la grappe avec ce souci de perfection. Et Charles Pépin, c'est un philosophe, un vulgarisateur en quelque sorte de la philosophie. C'est vraiment un bouquin à mettre entre toutes les mains. Il fait en ce moment, je crois, un podcast dont tu parlais, Caro. Oui, Sous le soleil de Platon, non? Voilà, sur France Culture ou sur France Inter. France Inter. France Inter, voilà. Et je voulais juste vous lire peut-être la 4e de couverture. C'est toute simple, mais et si nous changions de regard sur l'échec? En France, échoué et mal perçu, nous y voyons une faiblesse, une faute et non un gage d'audace et d'expérience. Pourtant, les succès viennent rarement sans accroc. Charles de Gaulle, Raphaël Nadal, Steve Jobs, Thomas Edison, J.K. Rowling ou encore Barbara ont tous essuyé des revers cuisants avant de s'accomplir. Et il va vraiment dans les biographies de tous ces personnages nous montrer les périodes où ils ont vraiment galéré, quoi. Relisant leur parcours et de nombreux autres à la lumière de Marc Aurèle, Saint-Paul, Nietzsche, Freud, Bachelard ou Sartre, cet essai nous apprend à réussir nos échecs. Il nous montre comment chaque épreuve, parce qu'elle nous confronte au réel ou à notre désir profond, peut nous rendre plus lucides, plus combatifs, plus vivants. Un petit traité de sagesse qui nous met sur la voie d'une authentique réussite. Voilà un livre, je trouve, à confier entre toutes les mains et qui a pu être à certains moments de ma vie un livre de chevet. Mon coup de cœur, c'est une musique. Je l'ai dans mon smartphone. J'ai pas le CD. C'est Amy Winehouse que j'écoute depuis quelques semaines. Il y a un album qui vient de sortir au mois de mai ou de juin, je ne sais plus, qui s'appelle Amy Winehouse at the BBC. C'est live. Ce sont ses meilleurs lives. En fait, ils ont fait une compilation de 3 CD, je crois. Et voilà, en fait, je me disais que ça n'avait pas grand-chose à voir avec le thème d'aujourd'hui, mais en fait, si, puisqu'elle est du signe de la Vierge. Voilà, c'est tout. Amy Winehouse, Back to Black. Merci à tous. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Tipeee, qui est toujours ouverte, sur laquelle nous publions chaque semaine un article inédit sur les aspects astrologiques du moment. Ça vous permet d'approfondir en quelque sorte ce que l'on développe dans ce podcast, de vous poser sur un texte et c'est disponible à partir de quelques euros par mois. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien en description. Et puis, bien, n'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à le partager, à en parler autour de vous, à nous mettre des commentaires. On est toujours très heureux de pouvoir vous lire. Voilà, on vous souhaite une belle rentrée. Et puis, on vous retrouve le mois prochain pour le signe de la Balance. Ciao, ciao.